Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que le malheur frappe les gens bien? Pourquoi est-ce que les mauvaises personnes prospèrent? Ça vous est déjà arrivé de vous poser ce genre de questions? Si oui, à tous les coups, vous avez déjà tenté d'y répondre à l'aide de la philosophie ou de la religion. Du style, rien n'arrive par hasard, il y a une raison à tout. Dieu a un plan. Peu importe ce que tu fais, ton karma finira toujours par te rattraper. Ça prend le temps que ça prend, mais tout se paye sur cette terre. Et de toute façon, les méchants finissent en enfer. Mais est-ce que vous saviez que ce genre de réponse, qui semble être inoffensive et qui même nous réconforte, nous coûte cher? Parce qu'elles sont le reflet de la croyance naïve et erronée qu'il y a une sorte de justice cosmique, une harmonie morale universelle, parce que le monde est juste. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler de l'hypothèse du juste monde, qu'on appelle aussi la croyance en un monde juste. C'est cette fausse perception avec laquelle parfois on navigue notre quotidien que le monde est juste, cosmiquement ordonné et moralement équilibré, et que les gens obtiennent ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils obtiennent. Mais on va voir que non seulement c'est loin d'être le cas, mais en plus c'est dangereux et dysfonctionnel de le croire. La plupart d'entre nous avons fondamentalement cette idée ou cette espérance que dans la vie, le bien finit toujours récompensé et le mal est toujours puni, parce qu'on récolte ce que l'on sème. Et peu importe nos origines ou nos cultures, c'est une notion qui nous a été inculquée depuis l'enfance, à travers l'éducation, les fables, les contes de fées, les proverbes, la religion, les romans, le cinéma et la télé, pour ne citer que ça. La leçon, généralement, est toujours la même, en ce sens où tout concourt au bien de ceux qui sont moralement droits et les actions des méchants entraînent inévitablement leur chute. Et on finit par internaliser ce principe à tel point que ça devient essentiel pour nous de le croire. Parce que si le monde est juste, ça me rassure, ça me permet de me lever chaque matin avec un regard positif et plein d'espoir sur ma vie. Je gère mon quotidien avec le sentiment d'être au contrôle. Je sais quoi faire pour obtenir ce que je veux. Je peux, grosso modo, prédire les conséquences de mes actions, bonnes comme mauvaises, et planifier ma vie avec la foi que je vais atteindre mes objectifs. Si j'étudie, j'obtiens mon diplôme, j'aurai un travail. Si je reste diligente et travailleuse, je vais réussir. Si je suis paresseuse, je suis vouée à l'échec. C'est intimidant d'affronter le monde, mais lorsque je me dis que le monde est juste, ça élimine automatiquement plusieurs incertitudes. Et mon environnement social m'apparaît comme étant généralement stable et ordonné. Mes bonnes actions auront forcément des conséquences positives. Mes mauvaises actions auront des conséquences négatives. Tant que je ne fais rien de mal, que je reste quelqu'un de bien, il ne m'arrivera pas de malheur. Si je suis mauvais, si je fais quelque chose de mal, là j'ouvre la porte au problème. Mais seulement, voilà, très rapidement je suis confrontée à la réalité et je constate qu'il y a quand même beaucoup d'injustices autour de moi. Et parfois, moi-même j'en suis victime. Par exemple, je suis diplômée mais je ne trouve pas de travail. Je vois des innocents faussement accusés et condamnés. Je vois des êtres humains vendus en esclavage. Je vois des gens mourir dans des accidents. Je vois des guerres, des catastrophes naturelles, des pandémies dévaster des pays, des continents tout entiers. Je vois les inégalités sociales comme la pauvreté, le racisme. Je vois les victimes de viols, de meurtres. Je vois les dictateurs et leurs familles qui vivent en toute quiétude. Je vois des violeurs et des prédateurs qui sont adulés et qui sont protégés. Je vois des escrocs qui échappent à la justice. Ces événements-là, ces tragédies-là créent une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il va y avoir un clash entre la réalité et ma perception de comment le monde est censé fonctionner. Et le fait de voir ou de subir toutes ces injustices menace de déstabiliser ma croyance que le monde est juste, alors que moi, j'ai besoin d'y croire. Du coup, j'ai deux choix. Soit je vais intervenir pour changer la situation et tenter de rétablir la justice pour que le scénario soit maintenu, que le bien soit récompensé et que le mal soit puni. Soit je vais vouloir trouver une explication à l'injustice que je vois pour pouvoir l'accorder avec ma croyance que le monde est juste. Et c'est là que le problème commence. Le tout premier psychologue social à attirer l'attention sur ce phénomène s'appelle Melvin Lerner. Dans les années 1960, il a conduit toute une série d'études dont le but était de voir à quel point les gens étaient attachés à la croyance que le monde était juste et jusqu'où ils étaient capables d'aller pour maintenir cette croyance. Dans l'une de ses premières expériences, son équipe a recruté des participants en prétextant que c'était une étude sur la productivité et que leur tâche à eux, c'était d'écouter deux autres étudiants, Tom et Bill, qui devaient travailler sur un projet pendant 15 minutes. Et les participants devaient examiner la performance et la productivité de Tom et de Bill et noter leurs impressions. On leur a dit, vous devez noter entre autres entre Tom et Bill qui contribuent le plus. Ils sont dans la salle d'à côté, vous ne pourrez pas les voir parce qu'on ne veut pas que leur apparence physique, leur race ou leur tenue vestimentaire vous influencent, mais vous allez écouter leur conversation. Il faut aussi savoir que notre étude avait un budget limité, donc malheureusement on ne pourra pas les payer tous les deux, on ne pourra payer que l'un d'entre eux. Et pour que ce soit équitable, on a choisi de décider par tirage au sort qui sera payé. Donc au début de l'étude, on a mis des bouts de papier dans un chapeau, il y avait un chiffre sur chaque bout de papier et Tom et Bill ont chacun tiré à leur tour
un papier du chapeau. Celui qui a tiré un nombre pair sera payé, celui qui a tiré un nombre impair ne sera pas payé. Et Tom et Bill le savent, hein? On leur a expliqué que le paiement sera par tirage au sort, mais on ne leur a pas encore dit qui a gagné pour éviter que ça n'affecte leur motivation. On veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, donc on préfère attendre la fin de l'étude pour leur dire. À certains des participants, on a fait comprendre que c'était Tom qui avait le numéro payant, à d'autres, on a fait croire que c'était Bill. Bien sûr, Tom et Bill n'étaient pas réels. Les participants écoutaient simplement un enregistrement fait par deux complices du chercheur. La question que l'équipe de recherche se posait, c'était est-ce que le fait de savoir qui a gagné au tirage au sort va influencer comment les participants évaluent la productivité de Tom et de Bill? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque les participants pensaient que Tom avait gagné au tirage au sort et allait être payé, la majorité, 9 sur 11, avait tendance à trouver que Tom contribuait en fait même plus au projet. Lorsque les participants pensaient que Bill avait gagné au tirage au sort, la majorité, 7 sur 9, avait tendance à trouver que non, mais en fait Bill de toutes les façons contribue plus au projet que Tom. Pourtant, ils ont tous écouté le même enregistrement. En gros, même s'ils savaient que c'était le hasard qui avait déterminé qui allait être payé ou pas, comme c'était injuste que l'un des deux travailleurs ne soit pas payé, les participants ont tout fait pour justifier le résultat. Un peu comme si, oui, il a gagné la loterie, mais de toutes les façons, il le mérite bien parce qu'il a contribué plus au projet. Et le processus est le même lorsqu'il s'agit de justifier la souffrance des autres. Dans une étude, 1 an plus tard, Lerner et sa collègue Simmons ont demandé à des participants de regarder une vidéo d'une autre personne, une autre jeune femme, qui avait été sélectionnée au hasard, soi-disant pour passer un test de mémoire. Et chaque fois qu'elle commettait une erreur, elle recevait un choc électrique douloureux. En fait, il n'y avait pas de choc. Les participants ont vu une vidéo, c'était une mise en scène. La jeune femme dans la vidéo était une complice du chercheur. Au début, les participants étaient troublés de voir la victime souffrir et ils compatissaient. À certains participants, on a donné la possibilité d'aider la victime en votant pour qu'on arrête de la punir avec des chocs à chaque erreur, mais plutôt qu'on la récompense avec de l'argent à chaque fois qu'elle donne la bonne réponse. Donc ils ont eu l'opportunité d'aider la victime et de rétablir la justice. Le deuxième groupe de participants, par contre, n'a pas eu cette option. Ils sont simplement restés là à observer la victime recevoir des chocs encore et encore et encore, sans aucun moyen d'intervenir pour l'aider. À la fin de l'étude, les chercheurs ont demandé aux participants leur avis sur la victime. Et ils ont réalisé que les participants qui avaient eu la possibilité d'aider la victime en votant pour qu'elle ne soit plus punie avec des chocs, mais plutôt qu'elle ait l'option de recevoir de l'argent si jamais elle donnait la bonne réponse, avaient une opinion positive de la victime. Mais ceux qui n'avaient pas eu l'option d'intervenir pour aider la victime se sont mis à dénigrer la victime et à se moquer d'elle, en disant qu'elle avait de toutes les façons mérité son sort. Et les chercheurs ont compris que, comme ils n'étaient pas en mesure de rendre justice ou d'aider la victime, ils ont préféré se convaincre qu'elle méritait ce qui lui arrivait. Ils se sont dit, ce n'était probablement même pas une bonne personne pour commencer. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui avait choisi de participer et de rester là. C'est de sa faute. En gros, lorsque je ne peux pas changer ou réparer une situation injuste, je vais changer ma perception de ce qui se passe. Je vais rationaliser, je vais réinterpréter et je vais aller jusqu'à tordre la réalité si nécessaire de manière à conclure qu'en fait, il n'y a pas eu d'injustice. Ce qui arrive est logique. La victime n'a eu que ce qu'elle mérite. Je vais attribuer des traits, des intentions ou des actions négatives à la victime pour expliquer pourquoi elle se retrouve dans telle ou telle situation. Je vais blâmer la victime, mettre en cause sa personnalité, sa moralité ou son comportement pour me convaincre que le monde est juste. Si ceci ou cela t'arrive, c'est que tu as fait quelque chose pour le mériter. Voilà pourquoi, par exemple, beaucoup s'en prennent aux victimes de viol ou de violences conjugales plutôt qu'à leurs agresseurs. Beaucoup vont approcher la victime avec la mentalité de « Ok, je ne justifie pas ce qui t'est arrivé, mais c'est vrai qu'au fond, tu l'as un peu cherché, non, quand même? Qu'est-ce que tu faisais seul dans la rue le soir? Et puis, fallait pas l'allumer. Faut pas boire comme ça. Tu as vu comment tu t'habilles? Est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu t'es débattu? Un homme ne peut pas être violé. C'est sûr qu'il a dû vouloir se laisser faire. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Pourquoi tu n'as rien dit? Tu faisais quoi là-bas? C'est vrai, ton partenaire est violent, mais en même temps, toi aussi, arrête de l'énerver. Tu as été battu dans ton foyer, mais c'est toi-même qui as choisi de rester. Moi, je serais partie depuis. Et donc, tu as été violé, ça fait combien d'années? Tu n'as rien dit. C'est seulement maintenant que tu parles, comme par hasard. Tout est fait pour dire à la victime, ce qui t'est arrivé en fait, c'est en fait en partie ta faute. Tu as causé ton propre malheur. Autrement, ça ne serait pas arrivé. Le monde est juste. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait cette erreur? Rappelez-vous que croire que le monde est juste nous rassure face à une vie qui est fondamentalement capricieuse et imprévisible.
Ça aide à faire preuve de gratification différée. Je vais me projeter dans le futur et je vais résister aux tentations immédiates. Je vais persévérer malgré l'adversité parce qu'au bout de l'effort viendra la récompense. Ça permet aussi de faire face aux difficultés lorsque nous-mêmes on est victime. Les études démontrent que ça aide à réduire la dépression et à gérer un traumatisme et aussi à affronter le stress quotidien, de se dire « tôt ou tard, j'obtiendrai justice ». La justice de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Dieu a un plan, ma souffrance n'est pas vaine. Mais aussi, lorsque je blâme la victime, ça me permet de me dire que ce qui lui est arrivé à lui ou à elle ne m'arrivera pas à moi parce que moi, je ne ferai pas la même erreur. Donc, je ne me sens pas vulnérable. Donc, ça a des avantages positifs au niveau personnel parce que c'est de l'autoprotection. Je n'ai pas envie de me dire qu'à moi aussi, ça pourrait m'arriver. Et je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel les gens souffrent pour rien et dans lequel un malheur peut arriver à n'importe qui à n'importe quel moment. Mais le biais du monde juste a des conséquences sociales négatives. Premièrement, on blâme et on dévalorise les victimes et on minimise l'injustice. On diminue même ou on ignore la responsabilité du bourreau. Je sacrifie l'autre et je dévalue la souffrance de l'autre juste pour garder mon illusion positive. Au final, ça retraumatise et ça décourage les victimes et elles ont peur de parler ou de porter plainte parce qu'elles seront blâmées. Deuxièmement, et c'est ironique, mais croire que le monde est juste peut nous pousser à perpétuer justement les inégalités sociales. Parce que lorsqu'on blâme les victimes, ça se ressent aussi dans nos positions politiques. Si je pense que les gens qui vivent dans un état de pauvreté sont responsables de leur sort, je vais m'opposer à toute forme d'assistance sociale. C'est des paresseux. Et je vais refuser d'adresser les problèmes causés par le système économique et politique dans lequel je me trouve. Je vous laisse imaginer comment on justifie toutes sortes de discriminations. Une autre manière beaucoup plus pernicieuse de maintenir les inégalités sociales, c'est qu'on va développer des stéréotypes complémentaires qui vont nous permettre de trouver du positif dans la situation de l'autre ou dans le malheur de l'autre pour pouvoir contrebalancer. Par exemple, on va dire oui, ils sont pauvres, mais honnêtement, l'argent ne fait pas le bonheur. Ils sont pauvres, mais ils sont même plus heureux que certaines personnes que tu vois dans les palais. Comme ça permet de trouver un équilibre et ça redonne un sentiment de justice. Ton malheur a des avantages, ce n'est pas que du malheur. Donc, c'est quoi la leçon? Et comment faire pour éviter de tomber dans cette erreur? Bon, premièrement, il faut être conscient qu'on fait cette erreur dans un domaine ou dans un autre. Une même personne peut défendre les victimes de viol bec et ongles et ensuite se retourner et justifier les violences policières. Deuxièmement, il faut accepter que parfois la tragédie arrive et on est impuissant, on ne peut pas tout contrôler. Et troisièmement, il faut développer de l'empathie pour les autres, se mettre à la place de la victime. Non, le monde n'est pas juste. Vous n'avez pas toujours ce que vous méritez. Et parfois, c'est une bonne chose. La méritocratie est un idéal, ce n'est pas une réalité. La justice est un objectif, ce n'est pas une certitude. On veut tous vivre dans un monde qui est juste, mais faire l'autruche et s'accrocher à une illusion positive n'aidera pas. Loin de désespérer et de se décourager ou de rester passif, il nous faut comprendre que si on veut un monde juste, nous devons y travailler. À défaut d'avoir un monde juste, nous pouvons nous prendre la décision d'être des personnes justes. Alors voilà, c'était tout pour la Minute Afropsychologie aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, de like et de partager. Vous pouvez retrouver la Minute Afropsychologie sur Facebook, YouTube et Instagram. Entre-temps, je vous retrouve très bientôt pour parler psychologie.